Bienvenue dans la seconde partie de notre exploration du bestiaire imaginaire d'Afterman. Pour rappel, nous nous sommes concentrés jusqu'à maintenant sur les habitants des biomes au climat tempéré à polaire, des forêts à la toundra en passant par l'Antarctique et les zones montagneuses. Il nous reste alors à explorer la large ceinture tropicale de la planète, pour découvrir les faunes de ces régions arides, ces savanes, ces jungles et de ces îles océaniques, qui ont elles aussi connu de profonds bouleversements au cours des 50 millions d'années qui les séparent maintenant du dernier homme ayant foulé cette terre. Sans plus d'introduction, je vous propose de nous remettre en route. On est parti pour la suite et fin de notre voyage dans le monde d'Afterman. Les déserts de sable se trouvent dans différentes parties bien spécifiques de la planète, en périphérie et à l'entrée de ces latitudes tropicales. Des régions qui se caractérisent par l'extrême aridité de leurs vents et de leurs sols, qui empêchent le développement d'une végétation conséquente ou d'une quelconque couverture nuageuse, qui serveraient à absorber et réfléchir une partie de l'énergie provenant du soleil. Ces rayonnements solaires subis de plein fouet mènent à des températures oscillant entre les deux extrêmes, parmi les plus chaudes de la planète de jour et glaciales de nuit. Et les animaux décidant de s'installer dans un milieu aussi hostile se doivent de posséder des attributs bien particuliers, adaptés aussi bien à une extrême sobriété alimentaire qu'à un soleil tyrannique dont on redoute aussi bien l'arrivée que le départ, ou encore à la progression sur les différents terrains qui composent la mer de sable. Du temps de l'homme, aucun animal n'incarnait mieux ce mode de vie que les chameaux et dromadaires, de grands herbivores nomades particulièrement résistants à la chaleur et à la déshydratation, mais qui furent eux aussi emportés par le chaos des derniers moments de l'humanité. La niche qu'ils occupaient, très contraignante et donc peu attractive pour n'importe quelle autre espèce, resta vacante pendant des millions d'années et ne fut comblée que relativement récemment par, ça ne vous surprendra probablement plus maintenant, un rongeur. Bien qu'il n'en ait effectivement pas l'apparence au premier coup d'œil, l'adipode, descendant dans la gerboise, occupe bel et bien la place des anciens camélidés, et arbore en conséquence un grand nombre d'attributs similaires. Pour commencer, il possède lui aussi une bosse dans laquelle il stocke la majorité de ses réserves d'énergie et d'eau sous forme de graisse, située non pas cette fois sur son dos, mais à la base de sa queue. Cette adaptation a deux fonctions principales. D'une part, l'aider à tenir pendant les plusieurs semaines de trek dans le désert qui sépare souvent deux de ses repas, et d'autre part, faciliter l'évacuation de la chaleur par le reste du corps, qui n'a alors pas à s'embarrasser de couches graisseuses trop importantes. Quand ses réserves sont pleines, l'adipode paraît gonflé, et il se déplace comme ses ancêtres en bondissant sur le sable sans s'y enfoncer grâce à ses pattes arrière rembourrées. Mais, après des semaines à puiser dedans, il se retrouve littéralement la peau sur les os, ayant perdu au passage près de 50% de sa masse corporelle, et préférant alors adopter une locomotion quadrupède. Sous cette forme d'extrême déshydratation, son corps se met à limiter au maximum ses dépenses hydriques. Son métabolisme ralentit, les glandes responsables de sa sudation cessent de fonctionner, et ses reins se mettent à produire une urine extrêmement concentrée, pour limiter au maximum les pauses pipi sur la route encore longue qui le sépare de la prochaine oasis. Ces oasis, des zones humides et de végétation isolée au milieu du désert, constituent la principale source d'alimentation et d'hydratation de la plupart des habitants de la région, et deviennent par conséquent des points de rencontre inévitables entre les différentes espèces, nomades comme sédentaires. On pourrait en effet se demander pourquoi cet animal s'inflige-t-il cette vie de marche ininterrompue et de gestion stricte de ses ressources vitales, au lieu de s'installer simplement à proximité des points d'eau. Et la réponse se trouverait en grande partie dans leur complète vulnérabilité aux attaques de téniards, des prédateurs phalloïdes ayant justement élu domicile dans les périphéries des oasis. Pour chasser, ces rongeurs rampants se dissimulent sous le sable et épient à distance les mouvements de leur proie, en attendant la tombée de la nuit qui leur offrira la discrétion et la fraîcheur nécessaires pour mener à bien leur embuscade. Rester trop longtemps au même endroit augmente donc significativement pour les adipodes le risque de se faire piéger, d'autant qu'ils représentent, du fait de leur taille, des cibles privilégiées pour l'ensemble des carnassiers des environs. Il est donc avantageux pour eux de ne s'arrêter que brièvement aux oasis et de reprendre dès que possible la route, là où aucun n'est assez équipé pour les suivre.
des solutions qui s'offrent ici aux herbivores pour échapper à la prédation sans pour autant devenir des nomades, et d'adopter une anatomie bien plus petite, permettant de nicher dans des terriers ou des crevasses, qui jouent en plus le rôle d'isolant thermique. Et aucun n'est aussi doué en la matière que la germine, une petite ingénieure du désert capable de se bâtir des abris d'une grande sophistication. Elle commence par creuser un trou dans le sol meuble qui entoure les points d'eau, dont elle consolide ensuite les parois en les tapant avec sa queue plate. Puis, elle entasse à son entrée des pierres, des brindilles et divers déchets végétaux qui capturent tout au long de la journée une partie de l'humidité environnante. Humidité qui se condense sous le coup du changement brutal de température à la tombée de la nuit, et qui se met alors à ruisseler doucement jusqu'au fond du terrier, où elle sera finalement bue par la germine, limitant ainsi grandement la fréquence de ses sorties, et donc son exposition aux dangers de l'extérieur. Malgré son apparence, notamment ses grandes oreilles, pouvant laisser supposer d'un lien de parenté avec les lapins, la germine descend en fait des souris du désert, un stock d'espèces très adaptatives qui ont opéré dans la région une diversification extraordinaire. Sa cousine, la gerbiche, s'est par exemple installée dans les zones rocheuses du désert, où elle occupe maintenant une niche similaire à celle des petits cervidés du passé. Ce qui fait d'elle en soi une espèce assez unique, car étant parvenue à s'imposer face aux lagodins, dont on reparlera rapidement, et qui ont pourtant poussé leur inarrêtable expansion jusqu'ici, au milieu des terres arides. Son principal avantage sur sa compétition est une meilleure capacité à échapper aux assauts du prédateur majoritaire des environs, le gerniaque, un autre de ses cousins éloignés, devenu quant à lui un rôdeur carnivore. Celui-ci est très comparable au fennec, un petit renard des sables de l'ère humaine, duquel il tire une grande partie de ses comportements, notamment celui de chasser de nuit pour s'infiltrer en toute discrétion dans les terriers de ses proies. Pour s'en défendre, les gerbiches entretiennent une forte cohésion sociale et vivent constamment groupés et sur leur garde, afin de maximiser leurs chances de repérer l'approche de leurs prédateurs, qui, une fois repérés, n'ont alors aucune chance de les rattraper dans une course-poursuite au milieu des roches. Bien que ce soit l'élément qui les définit, tous les déserts de la planète ne partagent pas le même niveau de sécheresse. Celui situé au centre de l'ex-Amérique du Nord reçoit par exemple des niveaux de précipitations annuels suffisamment élevés pour permettre la pousse régulière de végétaux, principalement des cactus, adaptés aux conditions des climats arides. Ces plantes poussent généralement seules et éloignées les unes des autres, car un seul individu a besoin d'étendre un vaste réseau de racines autour de lui pour absorber toute l'humidité que le sol a à lui offrir. Ces racines, une fois déterrées, constituent une importante source de nourriture, qu'exploite notamment le Palatops, un gros mammifère du désert particulièrement bien équipé pour l'excavation. Il porte sur sa tête un casque fait de poils à drus et compactés, qu'il utilise en même temps que ses griffes pour pelleter le sable et accéder à ses repas. Si le Palatops ne connaît pas ici de prédateurs dont il devrait se protéger, cette armure lui apporte bien une protection supplémentaire contre l'intensité des rayons solaires auxquels il est de fait obligé de s'exposer tout au long de la journée. Les lézards et autres reptiles du désert ne possèdent pas de système de régulation de leur température corporelle aussi poussé que ceux des mammifères et oiseaux, et ils doivent par conséquent développer des substituts plus ou moins rudimentaires pour évacuer le plus possible de chaleur. Lorsqu'il souhaite se rafraîchir, le véluzard, un sprinter bipède d'une vingtaine de centimètres, déploie un fin voile de peau autour de son cou, et il se tient immobile pendant plusieurs minutes, debout sur une patte à profiter de la brise. Ce voile contient une forte densité de vaisseaux sanguins, qui, au contact de l'air, échangent leur chaleur avec la fraîcheur relative de l'extérieur, et la redistribuent finalement dans le reste de l'organisme. Le véluzard se doit cependant de prendre ses pauses avec précaution, car elle l'expose un long moment à une potentielle attaque de son prédateur, la grande caille casquée, un oiseau terrestre reconnaissable à la longue plume ornementale que portent les mâles au-dessus de leur tête. Ces derniers sont particulièrement actifs pendant leur saison reproductive, durant lesquelles ils chassent aussi et surtout pour subvenir aux besoins de leurs femelles, occupés de leur côté à couver sans relâche leurs œufs, de jour comme de nuit, pour les maintenir à une température stable. En observant de plus près les cactus de cette région, il y a de grandes chances d'apercevoir, camouflés au milieu de leurs épines, des petits mammifères avec lesquels ils entretiennent une relation symbiotique étonnante. En plus de trouver ici un refuge contre leurs prédateurs, les pictus escaladent ces plantes qui mesurent souvent plusieurs dizaines de fois leur taille, pour se nourrir du nectar contenu dans les fleurs poussant à leur sommet. Ce nectar, très sucré,
n'est pas un aliment très riche ou nutritif, ce qui force ces animaux à se déplacer constamment de fleur en fleur et de cactus en cactus pour se sustenter. C'est ici qu'ils remplissent leur part du marché, en disséminant à grande échelle le pollen qui se dépose sur le bout de leur museau lorsqu'ils se nourrissent, fluidifiant donc énormément le cycle de reproduction des végétaux, dans une région où les insectes pollinisateurs se font souvent rares. Cette relation est si bénéfique pour les deux parties, que les pictus, dont la taille aurait au premier abord plutôt tendance à inspirer l'insignifiance, participent maintenant massivement à l'expansion de la végétation sur les zones inexploitées du désert, et jouent ainsi un rôle clé dans le renouvellement et l'enrichissement de ces écosystèmes fragiles. À mi-chemin entre l'extrême sécheresse des déserts et la constante humidité des jungles se trouvent les savanes. Des régions semi-arides caractérisées par des niveaux de précipitations erratiques, ne permettant pas aux arbres de s'y installer en grande quantité, mais favorisant à la place la pousse de végétaux plus petits et aux racines moins profondes, principalement de l'herbe. Ces immenses prairies tropicales accueillent une quantité extraordinaire d'herbivores nomades, regroupés la plupart du temps en hordes, allant de quelques dizaines à plusieurs milliers de têtes lors des grandes migrations, et qui profitent ici d'un buffet ininterrompu, s'étendant autour d'eux jusqu'à s'évanouir dans l'horizon. L'absence de forêt et de relief fait qu'il est ici très compliqué de se dissimuler, aussi bien pour les proies que pour les prédateurs. C'est pourquoi la majeure partie des habitants de la savane est composée de coureurs, capables de maintenir des allures impressionnantes sur des kilomètres, aussi bien pour manger que pour éviter d'être mangés. Un domaine dans lequel excelle tout particulièrement le lagodin, dont les différentes sous-espèces dominent maintenant la quasi-totalité des niches accessibles ici aux grands herbivores, après avoir supplanté graduellement leur compétition, qu'ils poussèrent pour les uns à la migration et pour les autres à l'extinction. Juste au nom, il vous sera sans doute assez facile de deviner quelles niches sont aujourd'hui occupées par le lagozébra et le lagorafa, les plus grands représentants de leur famille, qui arborent d'ailleurs sur leur fourrure les mêmes patterns très particuliers que ceux qu'ils sont venus remplacer, servant principalement à brouiller la vision de leurs prédateurs au milieu des hautes herbes. Mais leur plus petit cousin, le lagochère, représente un cas peut-être plus original, car il a le mérite de pouvoir être comparé à plusieurs espèces de notre époque, dont il aurait pour ainsi dire fusionné les niches. Si ses sabots, son gabarit et sa locomotion le rapprochent davantage des petites antilopes, les défenses poussant de part et d'autre de son museau rappellent quant à elles le phacochère, un porcin d'Afrique dont la population fut écrasée par l'expansion de ce nouveau rival au rythme de reproduction effréné. Contrairement à ce dernier cependant, ces défenses, qui ne sont en fait rien de plus que des incisives démesurées et désaxées, ne sont pas très utiles pour se défendre face aux prédateurs, et leur utilité reste presque intégralement alimentaire. Elles permettent au lagochère de creuser le sol des prairies, et lui offrent ainsi un accès privilégié vers les racines, bulbes et plantes souterraines en tout genre, qui constituent l'entièreté de son régime. Une source de nourriture abondante et bien plus nutritive que l'herbe, qui demeure pourtant inexploitée par le reste de ses nombreux semblables. Les lagodins, et par extension les mammifères, représentent certes une large majorité des grands coureurs de la savane, mais ils ne possèdent tout de même pas le monopole sur ce mode de vie. Du haut de ses 1,80 m, la Galigula, aussi connue sous le nom de pintade impératrice, est la plus redoutable des espèces d'oiseaux trouvables dans ces régions du monde. Descendante des volailles qui habitaient autrefois ces terres, celle-ci s'est considérablement étoffée ces dernières dizaines de millions d'années, et a fini par adopter des proportions et des comportements similaires à ceux des oiseaux géants de notre époque, comme l'émeu ou le casoar, connus notamment pour leur extrême territorialité. Lorsqu'un danger arrive, ou bien quand des tensions hiérarchiques commencent à se créer au sein des communautés, les Galigulas tentent d'abord d'intimider leurs adversaires en remplissant d'air la grande poche rouge vif située au niveau de leur gorge, et en laissant ensuite s'en échapper un son rauque d'une grande puissance, servant aussi bien de cri de ralliement que de démonstration de force. Cela suffit en général à régler leurs conflits internes, mais s'avère souvent inefficace pour repousser leurs prédateurs, dont le but est en général de viser les plus petits, les plus inoffensifs du groupe. Dans ce cas, deux choix s'offrent à ces oiseaux. Fuir, sprinter à travers les hautes herbes en abandonnant les plus lents du groupe à leur sort, ou rester et livrer une bataille sanglante à l'aide de leurs immenses serres, capables chacune d'infliger des plaies mortelles à leurs assaillants en un seul coup de patte. Cette deuxième solution, plus héroïque ou romanesque sans doute à nos yeux, n'est en réalité choisie qu'en cas d'ultime recours par ces pintades géantes, qui ne sont, après tout,
ni taillés ni formés pour ce genre d'affrontement, et qui savent bien dès la naissance que le sacrifice d'un individu est largement préférable à la mise en péril du groupe entier. Les antilopes, des bovidés à cornes et à sabots, représentaient autrefois l'un des groupements d'espèces les plus répandus et performants de ces régions, avant que l'ensemble des niches qu'elles occupaient ne soit peu à peu accaparé par la prolifération inaltérable des lagodins. Un grand nombre d'entre elles s'éteignirent sous cette intense pression territoriale. D'autres migrèrent vers de nouveaux horizons et donnèrent par exemple naissance aux cornas des forêts du Nord dont nous parlions la dernière fois. Et enfin, certaines décidèrent à la place de se consacrer ici à une toute nouvelle existence, à l'un des seuls modes de vie où elles posséderaient un avantage sur leurs envahisseurs lagomorphes. Les gargantilopes, de formidables créatures pouvant mesurer jusqu'à 3,50 m de haut et peser dans les 8 tonnes, occupent aujourd'hui la niche écologique des géants de la savane, qui demeurait vacante depuis la disparition de l'éléphant, chassé jusqu'au dernier par Homo sapiens. L'espèce la plus massive ainsi que la plus répandue est la gargantilope laboureuse, qui utilise, comme son nom l'indique, ses longues cornes voûtées pour racler le sol et déloger les énormes quantités de plantes et de racines dont elle a besoin de se nourrir au quotidien. Cette espèce comprend aujourd'hui plusieurs variantes éparpillées au sein des prairies tropicales, et spécialisées chacune dans une alimentation spécifique. Parmi elles, la gargantilope à longue nuque est la seule de sa famille à avoir presque complètement abandonné ses cornes, devenue de simples plaques au sommet de son crâne pour pouvoir se nourrir de branches, de pousses et de feuilles poussant dans les hauteurs des arbres sans s'y emmêler constamment. À première vue, ces bêtes gigantesques semblent contredire la règle généralement établie que les habitants des régions chaudes tendent à être plus petits que leurs homologues vivant sous des climats froids ou tempérés. Car plus un animal est large, moins le rapport entre sa surface corporelle et sa masse est important, et donc plus dur est pour lui d'éliminer sa chaleur excédentaire. Mais elles ont pallié ce problème en développant sous leur nuque des fanons, de grandes membranes de peau remplies de vaisseaux sanguins, qui comptent à elles seules pour près d'un cinquième de leur surface totale, et qui irradient donc très efficacement la chaleur accumulée. Plus petit que ses congénères, mais pas moins impressionnant, le tétracéros est sans doute l'animal herbivore qui parvient le mieux à tenir ses prédateurs en respect de toute la région. Haut d'environ 2 mètres au garrot à l'âge adulte, il est bien sûr le successeur écologique du rhinocéros, avec lequel il partage une force et une agilité sans égale pour un animal de telles proportions. La simple vue de ses 4 immenses cornes frontales, inclinées légèrement vers le haut pour le protéger lorsqu'il baisse sa tête pour brouter, est sans doute suffisante pour dissuader jusqu'au plus affamé des chasseurs de tenter sa chance. Mais le tétracéros a néanmoins pour désavantage d'être un animal très solitaire hors de ses périodes de reproduction, ce qui le laisse tout de même vulnérable aux potentielles attaques du fauve le plus redoutable de la région, qui a justement pris pour habitude de compenser sa taille par le nombre et la témérité. La mégafaune de la savane vit sous la menace constante des léopithèques, des prédateurs sociaux descendants d'une espèce de primate des forêts tropicales de notre époque, ayant opéré la transition entre une vie omnivore et arboricole à celle de carnassiers des grandes plaines. À l'aide de leur fourrure tigrée, ils se camouflent en groupe en s'allongeant au milieu des hautes herbes, chacun adoptant une position stratégique pour tendre des embuscades aux géants passant par malchance dans les parages. Leur stratégie, similaire à celle des lions, qu'ils ont d'ailleurs imité au point d'adopter leur longue crinière, se base intégralement sur l'effet de surprise, sur la terreur paralysante ressentie par leurs victimes lors d'une attaque aussi soudaine que brutale. Dans la confusion de la scène, il suffit souvent d'un seul coup de griffe bien placé au niveau de la gorge, là où le cuir des gargantilopes est le plus mince, pour que cette dernière se vide rapidement de son sang et finisse par s'écrouler, devenant alors un festin à ciel ouvert pour le groupe tout entier. La dentition et le système digestif des léopithèques ne leur permet de se nourrir que des parties les plus tendres de la carcasse, c'est-à-dire la chair située au niveau de leur ventre et du postérieur, et ce, nécessairement pendant qu'elle est encore fraîche, soit dans une fenêtre de temps qui ne dure en général que quelques heures sous ces températures. L'estomac rempli, ils délaissent alors leur victime à peine entamée et laissent le champ libre aux divers charognards des environs, attirés par le vacarme et l'odeur de la tuerie. Les premiers à réclamer leur part du butin sont les papioraptors, des primates là encore, qui portent sur leur visage allongé les marques irréfutables de leur ascendance de babouins. Leurs mâchoires, bien plus larges et bien plus puissantes, leur permettent de s'attaquer aux morceaux plus durs de la carcasse, la nuque, le dos ou encore les membres, pour ne laisser derrière eux que les parties les plus difficiles à atteindre ou à digérer.
Bien que l'alimentation de ces animaux soit principalement charognarde, car plus économe en énergie, ils peuvent aussi se mettre en chasse lorsque la nourriture vient à manquer, profitant alors de l'extraordinaire vélocité qu'offre leur anatomie de bipède. Avec ses 2 puissantes jambes, sa tête projetée vers l'avant dont le poids est équilibré par la queue et ses 2 petits bras, le Papioraptor a en effet évolué pour devenir un excellent sprinter, capable, pour les plus grands d'entre eux, d'atteindre des pointes dans les 70 km/h en quête de proie à dévorer. Mais cela reste pour eux un effort important et loin d'être forcément couronné de succès. Alors, un cadavre abandonné de gargantilope représente pour eux une opportunité plus que bienvenue, dont ils s'assurent à chaque fois de profiter au maximum. C'est au moment de leur départ, lorsque la voie est enfin libre, qu'entrent en scène les ghouls, des petites charognardes descendantes de mangoustes, particulièrement efficaces dans leur travail de nettoyage des corps. Leur long cou sans poils leur permet de s'immiscer profondément dans la carcasse pour aller chercher jusqu'au dernier morceau de chair et d'organes ignorés par leurs prédécesseurs, ne laissant derrière elles qu'un squelette sanguinolent dont elles ne tardent pas ensuite à arracher et broyer les os un à un, afin de se nourrir de la précieuse moelle qu'ils contiennent. C'est arrivé à cette étape que les ghouls se mettent à profiter de la relation privilégiée qu'elles entretiennent avec une espèce de termites très répandue dans la région. Ces insectes, pour abriter leur gigantesque colonie, bâtissent sur le sol de la savane des forteresses de terre hautes de plusieurs mètres et toujours soigneusement élargies au niveau de leur partie centrale pour projeter un coin d'ombre tout autour de leur base. Ces abris ombragés sont juste assez larges pour permettre aux ghouls d'y amener leurs os et de les ronger au frais, sans avoir à rester exposés plus que nécessaire à l'intensité des rayonnements du soleil. En l'échange de quoi, elles abandonnent derrière elles des débris de nourriture et des excréments que la colonie de termites s'empressera de dévorer à son tour. En général, il ne faut pas plus de 2 à 3 jours pour que les prédateurs et charognards successifs ne transforment une gargantilope entière en un tas de poudre d'os, de sang séché et de terre piétinée, qui sera lui aussi éliminé rapidement par le passage de divers insectes et micro-organismes, ou encore absorbé par le sol. Si bien qu'il ne restera au final aucune trace physique du passage de cette géante, emportée comme beaucoup d'autres avant et après elle, par le cycle souvent cruel, mais jamais vain, de la vie sur notre planète. On continue notre route pour arriver au beau milieu de la ceinture équatoriale, une portion très particulière de la planète où les courants aériens en provenance des 2 tropiques convergent et forment à l'année de très importantes précipitations. Cette humidité constante, couplée aux températures élevées et stables de ces latitudes en exposition directe au soleil, favorise l'apparition de vastes forêts tropicales, connues pour leur végétation luxuriante et leur inégalable richesse biologique. L'extraordinaire variété d'espèces végétales qui poussent ici n'est que très marginalement affectée par le passage des saisons, et supporte donc tout au long de l'année une diversité tout aussi impressionnante d'espèces animales, dont on ne pourra ici, encore plus que dans les autres parties de notre exploration, rencontrer qu'une petite fraction. Commençons donc par le dessus de la jungle en nous intéressant à la faune de sa canopée, une couverture quasi uniforme et verdoyante de branches, de feuillages et de fleurs, s'étendant sur des kilomètres et où s'opère la grande majorité de sa photosynthèse. Les super prédateurs de cet environnement sont les oiseaux de proie, ce qui signifie que le reste de ses habitants, s'ils souhaitent avoir une chance de survie, se doit d'être suffisamment rapide, agile ou discret pour leur échapper efficacement. Les mammifères qui y parviennent le mieux sont de loin les primates, à l'instar de l'aranix, un grand singe à l'anatomie parfaitement adaptée à cette tâche. Ses membres et ses extrémités se sont tous allongés pour lui permettre de s'agripper aux branches et de balancer son corps globulaire entre les arbres à très haute vitesse, tout en restant très difficile à discerner pour ses prédateurs. Il est le descendant d'une espèce de singe qui peuplait à notre époque les jungles africaines, et il ne se rencontre encore aujourd'hui que dans cette partie du supercontinent. Pourtant, il possède bel et bien une queue préhensile, une adaptation qu'on ne trouvait alors que chez les primates dits du Nouveau Monde, c'est-à-dire habitant les forêts tropicales d'Amérique du Sud, comme le singe araignée dont il tire par convergence une large partie de ses caractéristiques. Cependant, l'aranix ne l'utilise pas pour se déplacer, mais seulement pour dormir ou reposer ses muscles quelques minutes, en se maintenant en boule, la tête à l'envers au milieu des branches, comme un gros fruit poilu. Le simial, un petit singe d'Amazonie, a quant à lui développé un mode de locomotion jusque-là inconnu de ses cousins ou ancêtres, et qui ne se rencontrait en fait parmi les mammifères qu'auprès de rares espèces de rongeurs ou de marsupiaux. Après avoir trouvé une branche propice à son décollage,
ce Ouistiti volant bondit dans les airs et déploie un large voile de peau tendu entre ses membres et sa queue, afin de planer jusqu'à son prochain point d'accroche ou son prochain repas, qu'il s'agisse d'un fruit ou d'un insecte. Pour supporter la pression exercée sur son corps par ces vols planés, s'étendant parfois sur plusieurs dizaines de mètres, son ossature dorsale est devenue extrêmement résistante pour un animal de sa taille, capable même d'assumer sans répercussion physique des changements soudains de direction en plein vol, dictés par sa queue allongée que le simial utilise en l'air comme gouvernail. Le tout toujours avec une formidable précision. Immobile, camouflé au milieu des branchages, vit l'un des prédateurs les plus vifs et redoutables de la canopée des jungles asiatiques. Descendant du python, l'Ankar utilise la puissante base élargie de son corps pour se maintenir fermement aux branches et laisser pendre sa tête en contrebas, patient et à l'affût du moindre mouvement dans ses environs. Au moment de frapper, ce grand serpent est capable d'étendre son cou en un éclair jusqu'à 3 mètres autour de lui, pour capturer en plein vol les oiseaux ou les petits singes passant naïvement à sa portée, et qu'il s'empresse de gober puis de digérer vivant, sans relâcher une seule seconde ni sa prise, ni son attention. Descendons maintenant sous la couverture feuillue pour nous intéresser au cas d'un prédateur si performant que sa simple présence a exercé une profonde influence sur les voies évolutives suivies par les espèces avec lesquelles il interagit. Le malinx est l'un des derniers descendants de la famille des félins encore présents sur la planète. Il doit son succès au fait qu'il est le seul chasseur de son environnement à être devenu aussi adapté à la vie arboricole que ses proies, desquelles il a d'ailleurs copié un grand nombre de ses attributs. Son corps élancé, ses membres flexibles équipés chacun de pouces opposables pour s'agripper et se balancer de branche en branche, mais aussi une queue préhensile, lui donnent en effet une apparence de primate tigré, et lui permettent de se déplacer entre les arbres avec une redoutable efficacité. Ces adaptations, couplées au sens aiguisé qui firent la gloire de ses ancêtres, ont rapidement fait du malinx le prédateur principal des hauteurs des jungles du supercontinent, ce qui eut bien sûr un impact retentissant sur la faune alentour. De nombreuses espèces, complètement démunies face à cette nouvelle menace, furent décimées, tandis que d'autres parvinrent à s'adapter tant bien que mal pour répondre à ce changement radical dans leur écosystème. Les macars, cibles privilégiées du félin, sont des singes qui basent leur défense sur une organisation sociale stricte et hiérarchisée. Ils vivent groupés au sein de tribus de quelques dizaines d'individus, installés dans des citadelles végétales, construites de leurs mains à partir de branches et de lianes, et abritées de la pluie par un épais tapis de feuilles. Ces grands abris servent principalement de réserve de nourriture et de nurserie pour les juvéniles, et sont entretenus, alimentés et protégés par les adultes, qui jouent chacun un rôle spécifique selon leur âge et leur genre. La construction et la récolte de nourriture, principalement des fruits, des plantes ou des racines, sont assurées principalement par les femelles et les jeunes mâles, qui n'ont, pour ces derniers, pas encore développé les armes nécessaires pour remplir le rôle de leurs aînés. Les macars mâles matures restent quant à eux en tout temps à proximité de la citadelle et assurent sa protection en organisant des tours de garde ininterrompus. La peau de leur visage et de leur poitrine est recouverte de callosités servant d'armure, impénétrable par le malinx qui risquerait de toute façon, en s'approchant trop de la colonie, de se faire lacérer par un coup de leurs terribles griffes spécialement développées à cet effet. Il arrive d'ailleurs, en de rares occasions, que les rôles de proie et prédateurs s'inversent. Des femelles macars s'aventurent volontairement hors de la sécurité du camp pour attirer l'attention de leur prédateur et le leurrer jusqu'à une embuscade tendue par les mâles, qui le tuent rapidement et en profitent pour compléter l'alimentation du groupe d'un apport en viande plus que bienvenu. Il s'agit toutefois d'un piège plutôt grossier, dans lequel seuls les félins les plus jeunes et inexpérimentés peuvent tomber. Le doura, un autre primate à l'allure et au mode de vie de paresseux, a quant à lui développé une stratégie de survie bien plus simple et passive. Il possède une large queue préhensile, présentant à son extrémité une succession de lourdes plaques kératineuses extrêmement résistantes, mais agencées de telle manière à conserver tout de même leur flexibilité. À l'approche de son prédateur, le doura, trop long pour s'échapper, s'agrippe avec cette queue et laisse simplement tomber le reste de son corps dans le vide, ne laissant donc à portée de griffes ou de crocs qu'une partie bien trop dure pour être délogée. Cette méthode de défense est loin d'être infaillible. Elle repose en grande partie sur la chance, être au bon endroit au bon moment, mais aussi sur l'impatience du prédateur qui reprend souvent sa route irritée si son repas lui résiste plus de quelques minutes. Elle est cependant une belle démonstration de l'influence que peut exercer la prédation sur l'évolution des espèces, et sur les chemins qui seront privilégiés ou non par la sélection naturelle.
la carapace du doura est probablement apparue des suites d'une anomalie génétique. Une excroissance cutanée qui aurait, dans n'importe quel autre cas, représenté pour son espèce un désavantage car ralentissant ses mouvements et réduisant l'efficacité de sa récolte de nourriture. Mais la présence inévitable du malinx dans son environnement a fait passer son besoin alimentaire au second plan, et a donc rendu avantageuse cette mutation fortuite car elle augmentait les chances de survie de ceux qui en étaient dotés, et leur permit donc de se reproduire pour la transmettre et la perfectionner au fil des générations. Comparé aux hauteurs ensoleillées de la canopée, le sol de la jungle est un environnement sombre et humide, recouvert de mousse, de petites plantes et de débris en tout genre, dans lequel la circulation et le repérage sont en eux-mêmes des défis pour les animaux qui l'habitent. Cette matière végétale qui tapisse le sol est constamment consommée et recyclée par divers micro-organismes et une population omniprésente de fourmis et de termites, qui jouent ici un rôle écologique central en créant une circulation fluide et continue des déchets de la forêt. Ces insectes représentent aussi une source alimentaire importante pour de nombreuses espèces des alentours, comme le myrmodon, un descendant des porcins d'Amazonie, s'étant spécialisé dans un régime purement insectivore, semblable à celui des fourmiliers. Avec ses défenses incurvées de part et d'autre de son museau, et la difformité de ses sabots avant, leur donnant l'apparence et la fonction de larges griffes, il est parfaitement équipé pour creuser les bottes de terre et arracher les écorces sous lesquelles sont installées les fourmilières, créant ainsi le chaos chez ses proies qu'il n'a alors plus qu'à attraper par centaines d'un simple passage de sa langue flexible et allongée. Un myrmodon adulte et en bonne santé peut ingérer à lui seul de cette manière jusqu'à 30 000 fourmis en une seule journée, sans que cela n'ait d'impact notable sur leur population tant celle-ci est massive. Plus impressionnant sans doute est son cousin le felzar, descendant des mêmes espèces endémiques de sangliers, mais ayant quant à lui adopté la morphologie et le mode de vie d'un petit éléphant. Cet animal vit en groupe dans les quelques zones dégagées de la jungle, où la densité d'arbres est moins élevée et où il est donc plus facile pour lui de se mouvoir, afin de se nourrir de fougères, d'arbustes ou encore de branchages vers lesquels il possède un accès tout à fait privilégié. Le groin de ses ancêtres s'est considérablement étendu et musclé, au point de pouvoir être utilisé aujourd'hui comme une trompe, capable d'attraper et plier les branches poussant dans les hauteurs, qu'il découpe ensuite avec les ciseaux formés par ses défenses en croix. Malgré leur taille et leurs précautions, les felzars restent complètement démunis face aux assauts répétés d'un des mammifères les plus petits et voraces de la jungle, le Iryx. Ce primate d'une quinzaine de centimètres a abandonné le mode de vie d'insectivore nocturne de son ancêtre le tarsier pour se consacrer à la place à une existence de parasites suceurs de sang. Les Iryx escaladent les arbres en groupe et attendent le passage d'un animal à proximité pour lui bondir dessus et planter fermement leur museau barbelé dans sa chair. Une fois fait, il devient très dur de les déloger, notamment pour des quadrupèdes, et ils doivent donc subir pendant des heures la présence douloureuse de ces parasites qui n'accepteront de se détacher qu'une fois entièrement rassasiés. Il est très rare qu'une attaque soit mortelle pour leur hôte, car aussi insatiable soit-il, le volume de sang ingéré reste limité par leur petite taille, et ils laissent ainsi en général leur victime en paix avant même que celle-ci ne se mette à souffrir d'anémie. Ils sont cependant un important vecteur de maladies et d'infections, car ils transmettent à grande échelle des germes entre les individus et entre les populations en les insérant directement dans le système sanguin des bêtes pour se nourrir, ce qui peut potentiellement entraîner des conséquences désastreuses pour des pans entiers des écosystèmes de la forêt tropicale. Les précipitations incessantes et l'humidité qu'elles amènent au sol parsèment les jungles de fleuves, de rivières, d'étangs et de marécages, tout aussi riches et peuplés que les parties boisées. Le plus grand habitant de ces étendues aquatiques est le myopotame, un nom qui se traduit littéralement par rat du fleuve et que l'on donnait parfois de son temps à son ancêtre, le ragondin. Ce rongeur géant donc possède aujourd'hui une anatomie très similaire à celle des hippopotames et se nourrit de la même façon presque exclusivement d'herbes et d'algues poussant dans la vase fertile qui tapisse le fond des eaux. Il ne possède cependant pas de pattes permettant de se rendre sur la terre ferme, et a développé à la place des nageoires et une puissante queue formée par la fusion de ses membres postérieurs, et qui lui donne à ce titre une apparence plus proche de celle des mammifères marins de notre époque. Bien que très maladroits hors de l'eau, les myopotames passent la plupart de leur temps à se prélasser sur les rives boueuses, où ils se retrouvent en nombre pour digérer,
sociabiliser et bien sûr se reproduire dans la fraîcheur et la sécurité du groupe. Dans les hauteurs des arbres surplombant les rivières vit le lutule, un primate amphibie aussi à l'aise dans les branches que sous l'eau, dans laquelle il plonge à longueur de journée pour chasser les poissons qui constituent une large partie de sa diète omnivore. Il possède pour cela un grand nombre d'attributs faisant de lui un excellent nageur et qui lui donnent, une fois submergé, l'apparence et la locomotion d'une grosse grenouille. Un corps fin et souple, des membres allongés, aux pieds palmés pour les uns et dotés de longs doigts griffus pour les autres, ou encore une colonne vertébrale surdéveloppée servant comme une nageoire dorsale à améliorer la stabilité de sa nage. Malgré son mode de vie atypique, le lutule est l'un des singes les plus performants des forêts tropicales africaines. Et il ne serait alors pas improbable d'imaginer que son expansion le long des cours d'eau successifs finisse par le mener aux côtes du continent, à l'orée des océans Indiens d'une part et Atlantique de l'autre, ce qui pourrait ouvrir pour son espèce des horizons et des possibilités encore insoupçonnées par n'importe lequel des primates habitant actuellement la planète. On retrouve généralement deux raisons principales pour lesquelles des animaux initialement terrestres prennent la décision de s'installer en milieu aquatique. Fuir la prédation ou, à l'inverse, se rapprocher au plus près de leur proie. Certaines espèces de fourmis amazoniennes, par exemple, ont commencé à établir leurs colonies sur les rives et à la surface de l'eau, afin de se tenir à l'écart des nombreux myrmécophages rôdant dans les forêts. Mais cette adaptation, aussi ingénieuse soit-elle, a fini mécaniquement par ne représenter qu'une nouvelle niche à exploiter par leurs prédateurs. Un rôle qui fut assez vite rempli par le palmanoir, un fourmilier nageur spécialisé dans l'ingestion de ces insectes hydrophiles. Sa technique de chasse est en soi assez simple. Nager en apnée jusqu'au-dessous des forteresses et les percer à l'aide de ses griffes, pour y laisser s'infiltrer l'eau et se nourrir des centaines de fourmis noyées dans le processus. Mais ces dernières, toujours prévoyantes, ont évidemment prévu le coup et n'installent aux bases de leurs colonies aquatiques que des chambres non essentielles et facilement réparables. Ce qui leur permet de tout de même proliférer malgré la pression visiblement sans échappatoire qu'exercent leurs prédateurs. On trouve bien sûr dans ces zones une grande diversité d'espèces d'oiseaux, plus ou moins spécialisés à la vie aquatique et aux modes d'alimentation tout aussi variés que chez les mammifères. Parmi elles se trouve une espèce de canard, apparemment en plein malaise existentiel. Le canard sylvain semble, comme son nom l'indique, avoir changé d'avis sur son habitat préféré et a entamé relativement récemment une transition vers un mode de vie arboricole, similaire à celui de ses très lointains ancêtres. Cette transition, loin d'être achevée, le place dans un entre-deux évolutif singulier. Il est actuellement aussi confortable dans l'eau que dans les arbres, c'est-à-dire vraiment confortable dans aucun des deux. Le fait est que le canard sylvain semble se contenter de sa situation passagère. Et il ne retourne déjà plus à l'eau aujourd'hui que pour élever en sécurité ses petits, auxquels il incombera, lorsqu'ils seront en âge, de perfectionner à leur tour le mode de vie particulier de leur espèce, dans l'espoir d'offrir à leur propre descendance une niche dans laquelle ils pourront enfin se sentir à leur place. Finissons notre passage dans les forêts humides de la planète en nous intéressant rapidement à la faune très particulière de l'Australie, qui se trouve aujourd'hui rattachée au sud-est de l'Eurasie, après avoir dérivé et absorbé ses îles environnantes au cours des dernières dizaines de millions d'années. Cette phénoménale dérive, puis fusion continentale, a eu deux effets climatiques et géologiques majeurs. Déjà, le passage graduel de l'Australie des latitudes désertiques du tropique du Capricorne vers des zones bien plus humides à mesure qu'elle remontait vers l'équateur, favorisant l'apparition d'une immense jungle au milieu de ces terres autrefois arides. Et aussi la création, au point d'impact entre les deux continents, d'une gigantesque chaîne de montagnes, plus large et plus haute en moyenne que celle de l'Himalaya de notre époque, qu'elle a d'ailleurs partiellement absorbée pendant sa conception. Ces montagnes font office de barrière naturelle, empêchant presque toute migration terrestre ou aérienne dans un sens comme dans l'autre. Ce qui signifie que, malgré leur rattachement au supercontinent, l'Australie et les espèces qu'elle abrite demeurent isolées du reste du monde, et ont alors pu conserver un grand nombre de leurs spécificités. On retrouve notamment, comme à notre époque, la prévalence des marsupiaux, une infraclasse de mammifères qui se caractérise par la présence d'une poche externe au niveau de leur abdomen, servant à accueillir leurs juvéniles de l'état larvaire jusqu'à et même après leur naissance. L'un des habitants de la nouvelle jungle australienne incarnant le mieux l'adaptation de cette faune à ces nouvelles conditions de vie est le thylacèbe, un marsupial ayant adopté l'apparence et l'agilité à toute épreuve des primates forestiers.
Pour ne pas gêner les femelles dans leur déplacement ou risquer de blesser les juvéniles, leur poche abdominale s'est divisée et déplacée sur les flancs, laissant ainsi dépasser de chaque côté de leur corps des petites têtes poilues, installées confortablement pour observer les acrobaties de leur mère, qu'ils devront un jour apprendre à reproduire. Nettement moins actif, l'étrange spumard passe la quasi-totalité de sa vie immobile, à l'envers, au milieu des branches. Celui-ci est presque complètement aveugle et se repose donc intégralement sur son ouïe fine, son odorat et ses vibrisses pour être informé sur ce qu'il se passe dans ses environs, et notamment sur l'approche des insectes qui composent l'entièreté de son alimentation. Il se tient en général à proximité des fleurs de l'arbre dans lequel il a élu domicile, car en plus d'attirer un grand nombre d'insectes butineurs, elles dégagent une forte odeur facilitant son repérage et la précision de son étonnante technique de chasse. Une fois sa proie repérée et à bonne portée, le spumard déplace lentement sa tête dans sa direction et laisse simplement s'échapper de sa bouche un long filet de bave gluante pour capturer son repas et l'avaler aussitôt. Comme chez les paresseux de notre temps, son pelage, normalement incolore, est envahi dès le plus jeune âge par une espèce d'algue verte avec laquelle il entretient une relation symbiotique rare. En l'échange d'un habitat nutritif, cette plante offre à son hôte un camouflage aussi bien optique qu'olfactif très réussi au milieu des arbres de la jungle, et lui permet de se dissimuler facilement aux yeux de la grande majorité de ses prédateurs tout en restant parfaitement inactif. Un grand fauve auquel il a cependant beaucoup de mal à échapper est le Tasal, un redoutable descendant du diable de Tasmanie aux proportions et à la force de jaguar. Bien qu'il ait effectivement fait sa spécialité de chasser les habitants des arbres comme le spumard, ce super prédateur représente également une menace importante pour les espèces marchant au sol de la jungle. Pour les attraper, il les traque discrètement depuis les hauteurs et, sans même descendre de son perchoir, attend le moment opportun pour les saisir à la nuque avec sa queue, longue 2 fois comme son corps et assez puissante pour étrangler ses proies sur place avant même de les dévorer. En dehors de la chasse, cette queue sert surtout au Tasal de point d'ancrage supplémentaire dans les arbres et permet aux femelles de transporter leurs petits sur le dos pendant qu'elles se déplacent. Tandis que, les petits, l'utilisent plutôt comme aire de jeu et d'exercice afin d'améliorer leur technique d'escalade sans avoir à quitter une seule seconde la sécurité de la fourrure maternelle. Le sol tortueux de la jungle australienne est d'une façon assez surprenante l'habitat d'une des créatures les plus imposantes de la planète, qui a trouvé ici une niche sans équivalent dans n'importe quelle autre de ces forêts tropicales. Le grand gourou est un des descendants du kangourou, un herbivore emblématique de la faune des plaines australiennes de notre époque, dont il a conservé un grand nombre de caractéristiques malgré une apparence aujourd'hui bien différente. Toujours techniquement bipède, ce colosse se déplace lentement entre les arbres dans une parodie laborieuse du bond de ses ancêtres, afin de se nourrir de feuilles et de pousses inaccessibles aux autres herbivores des environs. Le grand gourou est si large qu'on pourrait le croire à première vue bien inadapté à son environnement. Mais s'il est vrai qu'il ne peut s'aventurer dans les parties les plus denses de la jungle, il est suffisamment lourd pour ne pas être gêné dans sa progression par la végétation qui l'écrase et arrache sur son passage, et suffisamment puissant pour se défendre si un prédateur avait la mauvaise idée de s'en prendre à lui seul. De plus, en traînant son postérieur sur le sol et en piétinant les plantes à chacun de ses bonds, il trace continuellement dans la jungle de larges sillons que peuvent ensuite emprunter d'autres animaux terrestres plus petits pour se déplacer facilement entre leurs différentes zones de récolte. C'est notamment le cas du pochon, un marsupial rayé à mi-chemin entre le tapir et le phacochère, qui suit les pas du grand gourou aussi et surtout pour manger les vers et les racines trouvables dans la terre qu'il retourne en avançant sans avoir à faire l'effort de les déterrer lui-même. Lorsqu'un groupe de créatures se retrouve séparé de sa population d'origine, si bien qu'il n'y a plus de possibilité de croisement entre les deux, il se met alors à évoluer indépendamment pour répondre aux conditions spécifiques de son nouvel environnement et remplir des niches qui auraient été autrement inaccessibles aux animaux qui le composent, s'ils avaient continué à côtoyer les mêmes prédateurs et compétiteurs. Ce phénomène est d'autant plus marqué lorsque les espèces se retrouvent isolées dans des régions jusqu'ici peu, voire pas du tout peuplées. Et il n'y a pas de meilleur exemple à cela qu'au sein des îles océaniques, suffisamment éloignées des continents pour empêcher toute rencontre ou mélange entre leurs populations, et qui offrent donc chacune à leurs habitants des conditions de développement uniques, donnant donc naissance à des espèces trouvables nulle part ailleurs sur la planète. Commençons cette 7e et dernière partie de notre voyage par nous intéresser aux habitants de la plus grande île de la planète,
l'Amérique du Sud, qui s'est séparée, ou à vrai dire reséparée de sa partie nord, il y a une vingtaine de millions d'années de cela, isolant donc complètement depuis lors sa faune de celle du supercontinent. Sa dérive, lente et surtout longitudinale, lui a cependant permis de conserver les mêmes conditions climatiques tropicales qu'à notre époque. C'est pourquoi nous allons, ici encore, retrouver une faune adaptée principalement aux jungles et aux savanes. La plus grande, la plus féroce, mais aussi la plus élégante des prédatrices terrestres de l'île continent américaine est la panthèrpe, une descendante de la mangouste. Bien qu'originaire d'Afrique, cette dernière avait été introduite par l'homme à des fins de contrôle de population de rats dans diverses îles au large de l'Amérique du Sud, qui ont, au fil du temps et des dérives, fini par se rattacher à elle. Cela permit à la mangouste de s'y répandre comme une traînée de poudre et de profiter justement de l'isolation de son nouvel environnement et de l'absence de compétition pour aller s'installer au sommet de sa chaîne alimentaire, en adoptant en chemin l'apparence d'un grand félin d'autrefois. Ironie du sort, la proie privilégiée de la panthèrpe, le tapimus, un herbivore à défense comme nous en avons déjà vu, descend des mêmes populations de rongeurs qu'étaient supposés exterminer ses ancêtres, mais qui se sont au final répandus et diversifiés ici avec autant, voire davantage de succès que leurs prédateurs. La hermine, sorte de belette ailée, passe ses journées étendues sur l'écorce des arbres où son pelage coloré l'aide à se fondre dans le décor, dans l'attente de la tombée de la nuit pour que ses différentes proies se décident enfin à sortir de leur tanière. Depuis les hauteurs, elle scrute l'obscurité grâce à ses yeux globuleux et, en un instant, déploie ses ailes et se met à planer vers sa victime, sur laquelle elle atterrit avec force pour l'empaler sur une série de pics hérissés sur son torse. Une méthode d'exécution plutôt sommaire, mais qui a après tout le mérite, si bien réalisé, de tuer ses proies sur le coup en les transperçant de part en part, et qui permet de plus à la hermine d'utiliser ses pics comme un kit main libre pour transporter facilement son repas vers un endroit plus tranquille. Un oiseau bien étrange de cette région, la perdrix matriarche, subit l'un des dimorphismes sexuels les plus marqués du règne animal, entraînant une inégalité de genre si extrême qu'elle en deviendrait presque métaphorique. La femelle de l'espèce, semblable à une grosse volaille terrestre, se déplace et se nourrit sans arrêt sur le sol de la forêt pour subvenir aussi bien à ses besoins qu'à ceux de son mâle, qui passe quant à lui sa vie accroché à son postérieur à lui sucer le sang à travers son bec en forme d'épingle. Celui-ci est incapable de voler ou de se nourrir d'une quelconque autre façon, et il vit donc entièrement au crochet de sa compagne, n'ayant d'utilité pour elle qu'à travers sa capacité reproductrice. Cette relation particulièrement asymétrique est une conséquence de la faible population de l'espèce, qui rend avantageux pour la femelle d'avoir toujours un partenaire disponible plutôt que d'avoir à en chercher un nouveau à chaque saison des amours. Et ce, quand bien même celui-ci en profiterait pour la parasiter et aspirer très littéralement son énergie par les fesses. La pampa, la savane sud-américaine, présente des conditions similaires à celles que nous avons déjà visitées. Mais sa séparation avec le continent est survenue avant que puisse l'atteindre l'expansion planétaire des lagodins, ce qui signifie que les niches des grands coureurs herbivores ont pu ici être remplies par d'autres animaux, en l'occurrence des descendants de diverses espèces de gros rongeurs. Deux d'entre eux se démarquent particulièrement par leurs impressionnantes capacités de sprint. Le viscor, un grand rat bipède à la tête de kangourou qui s'équilibre dans sa course avec ses bras et peut atteindre des pointes dans les 110 km/h, et le Reimara, l'animal le plus rapide de la planète en ligne droite, qui peut grimper jusqu'aux 130 km/h, et qui semble avoir complètement abandonné ses membres avant, préférant s'équilibrer dans sa course uniquement avec sa queue, afin de maximiser son aérodynamisme et diminuer son poids. Bien qu'elles proviennent de généalogies très différentes, ces deux espèces ont évolué parallèlement pour occuper les mêmes niches écologiques et possèdent donc de nombreuses similarités anatomiques et comportementales, notamment celle de vivre en groupe de quelques dizaines d'individus pour s'assurer que certains aient toujours le regard porté au loin à l'affût de l'approche d'un prédateur, tandis que les autres baissent la tête pour se nourrir. Au milieu des champs de fleurs de la pampa, il est possible de trouver une chouette floriface, le bec ouvert, en train d'attendre patiemment que sa proie vienne s'y poser d'elle-même. En plus de sa forme et de sa couleur, le bec de ce gros oiseau parvient également à imiter l'odeur subtile d'une fleur prête à être pollinisée, ce qui trompe si bien les sens des nombreux papillons des environs qu'il a pu en faire son unique source d'alimentation. Mais, si elle chasse effectivement sans effort,
la floriface est loin d'avoir la vie facile, car ce régime la contraint à migrer constamment entre les saisons pour suivre le cycle des pluies, qui ne donnent au sol le niveau d'humidité adéquat pour voir s'ouvrir les fleurs et sortir les papillons, que pendant un temps très limité avant de partir à nouveau. Nous nous rendons maintenant plus ou moins à l'autre bout de la Terre, où les mouvements tectoniques ont causé, quelques millions d'années après la chute de l'homme, la séparation entre le continent africain et toute sa partie est, qui s'est mise à dériver seule, au point d'être aujourd'hui devenue la grande île de Lémurie. Cette isolation s'est, là encore, produite avant que l'expansion des Lagodins ne puisse l'atteindre. Ce qui fait de la grande savane de Lémurie, comme son nom ne l'indique pas, le dernier refuge sur la planète de nombreuses espèces de grands bovidés à sabots, notamment des antilopes, qui ont pu continuer ici à proliférer et à se diversifier, tandis que leurs cousins du continent se faisaient un à un remplacer ou pousser à la migration. On les retrouve donc dans plusieurs niches que nous avons déjà abordées. Du brouteur généralisé vivant en horde, aux mangeurs de feuilles au long cou, en passant bien sûr par le géant rhizophage, comme le valufant, qui ne se distingue vraiment de sa lointaine parente la gargantilope que par les proportions impressionnantes de sa colonne vertébrale, servant de radiateur de chaleur ainsi que d'outil de comparaison entre les mâles, pour établir qui du groupe a la plus grosse. Mais parmi toutes ces espèces de grands ruminants, la plus fabuleuse sans doute est la caprima, une descendante aux longues cornes des bouquetins d'Afrique de l'Est, qui entretient une profonde symbiose avec un oiseau endémique de la région. En échange de son service de nettoyage des parasites et de prévention accrue de l'approche des prédateurs, cet oiseau tiquier reçoit de la part de son hôte nourriture, transport et surtout un endroit où installer son nid, au milieu d'une sorte de crevasse dorsale formée par un scindement et une élongation de ses vertèbres, dans laquelle peuvent aisément s'installer plusieurs familles à la fois. Cette relation, qui a déjà rendu ces deux espèces absolument dépendantes l'une de l'autre, va en fait encore plus loin avec la capacité de la caprima à faire pousser périodiquement sur son cuir des verrues, des boules de pus, qui attirent les mouches et les incitent à y pondre leurs œufs, garantissant ainsi une source d'alimentation constante et facile pour les oisillons, sous la forme d'asticots fraîchement éclos. L'apparition d'une île peut se dérouler de deux manières principales, elle-même déclinable bien sûr en plusieurs catégories. D'une part, la séparation d'une terre du reste de son continent, menant à l'isolation d'une population déjà établie, comme nous venons de le voir avec l'Amérique du Sud ou la Lémurie. Et d'autre part, la création de nouveaux territoires émergés au milieu des océans, par une intense activité volcanique sous-marine ou la friction entre deux plaques tectoniques. Lorsque les conditions le permettent, ces îles, d'abord vierges de toute forme de vie et d'activité, peuvent être colonisées graduellement par une myriade d'espèces, végétales comme animales, menées jusqu'ici bien souvent au gré des vents et des marées. Les oiseaux sont en général les premiers vertébrés à atteindre les îles fraîchement émergées et à profiter du stimulus évolutif de leurs écosystèmes en formation. Mais dans le cas des îles Batavi, apparues au beau milieu de l'océan Pacifique, et donc à des milliers de kilomètres de toute côte continentale, les populations d'oiseaux furent exceptionnellement devancées dans leur course par leurs homologues vivipares, les chauves-souris. L'abondance de nourriture et l'absence de prédateurs et de compétition que ces dernières trouvèrent ici leur permit d'abandonner pour la plupart leur mode de vie aérien pour remplir un maximum de niches. Si bien qu'au moment où les oiseaux montrèrent finalement le bout de leur bec, il n'y avait déjà plus de place pour eux et ils ne parvinrent jamais à s'y installer largement. On retrouve donc dans les différents habitats des Batavi des descendants de chauves-souris sous toutes les formes, à commencer par le simior, dont les ailes ont été graduellement remplacées par de puissants bras aux pouces opposables, lui permettant de mener une existence arboricole semblable à celle des grands primates omnivores. Les plages sont quant à elles dominées par des bancs de ptérames, des piscivores chassant en groupe dans les récifs et les eaux peu profondes grâce à une anatomie parfaitement adaptée à la nage de précision, et qui retournent régulièrement sur la terre ferme pour se reposer et prendre soin de leurs petits. Il est d'ailleurs intéressant de noter que leur transition d'une forme aérienne à terrestre et enfin semi-aquatique est très ressemblante à la façon dont les manchots étaient apparus sur Terre, en des lieux et des temps aujourd'hui disparus. Le floriculaire, un petit insectivore,
a évolué conjointement avec une espèce de plante aux grosses fleurs écarlates endémique à l'archipel, pour imiter leur forme, leur couleur et même leur odeur à l'aide de ses oreilles élargies. Il se tient donc immobile, la gueule ouverte au milieu des plaines, à attendre que ses proies viennent s'y enfoncer d'elles-mêmes. Une technique de chasse très similaire à celle du floriface sud-américain, à ceci près qu'il ne s'agit ici, manque de place pour accueillir des champs de fleurs plus importants, que d'une partie de l'alimentation du floriculaire, qui suit le reste du temps un mode de vie insectivore plus traditionnel, en repliant sur elle ses grosses oreilles lorsqu'il n'en a plus besoin. Les premières lueurs du coucher de soleil, annonçant l'arrivée imminente de l'obscurité, signalent à l'entièreté des habitants des Batavies de regagner au plus vite leur refuge et d'y adopter une discrétion absolue. Car, à la nuit tombée, sortent de leur tanière des carnassiers terrifiants, prêts à dévorer tout animal qui aura le malheur de croiser leur chemin. Les noctyrans, des super prédateurs terrestres mesurant entre 1,50 m et 2 m de hauteur, utilisent pour se repérer dans la nuit le même principe d'écolocalisation que leurs ancêtres, mais raffiné à une échelle encore jamais atteinte. Ils rôdent en meute à travers l'archipel en poussant tout au long de la nuit de longs cris stridents, à l'affût du moindre mouvement ou bruit qui trahirait la présence d'une proie à proximité, pour les bondir dessus et la lacérer avec leurs griffes et leurs immenses crocs. De la même façon que le ptérame, la bipédie du noctyran est inversée. Il marche et s'appuie sur ses membres avant, donc ses anciennes ailes, alors que ses membres arrière, équipés de doigts préhensils, sont pliés de telle sorte à passer au-dessus de ses épaules et pouvoir être utilisés comme des bras. Si l'apparence, la taille, mais surtout le nombre de ces créatures inspirent facilement la terreur, ce sont aussi des indicateurs d'une population très élevée parmi leurs proies, qui ne seraient autrement pas capables de subvenir à leurs besoins. Il est donc très plausible, même probable, que la présence des noctyrans, ou plutôt de la niche de grands carnassiers nocturnes qu'ils occupent actuellement, soit, au-delà de toute considération esthétique ou morale humaine, essentielle au maintien de la stabilité de la fauve des Batavies et à son développement sur le long terme. Quand les populations de plantes et d'insectes furent finalement établies au sein de l'archipel des Pacaos, formé au cours des 40 derniers millions d'années à plusieurs centaines de kilomètres à l'est des côtes australiennes, un oiseau en particulier, le siffleur doré, parvint à traverser les eaux et y prendre ses marques avant n'importe lequel de ses concurrents, et put à ce titre s'accaparer de nombreuses niches pendant l'élaboration de ses écosystèmes, en bénéficiant justement de son manque de spécialisation initiale et d'une isolation totale pour accéder à toutes les formes de nourriture à sa portée. Il existe 3 espèces principales parmi celles qui forment aujourd'hui le genre des siffleurs dorés des Pacaos, chacune adaptée à un mode d'alimentation bien différent. Insulornis piciforma, qui se nourrit d'insectes et de vers à la manière des pivers de notre époque. Insulornis macrorhynca, qui utilise son puissant bec de perroquet pour briser les noix et les graines. Et Insulornis aviphaga, une espèce prédatrice carnivore, semblable à un faucon, qui chasse ses cousins et trône donc au sommet de la chaîne alimentaire de l'archipel. Ces îles abritent également quelques rares reptiles et mammifères, dont les ancêtres se sont probablement échoués ici malgré eux à bord de radeaux de fortune, des troncs d'arbres ou des branches emportés par le hasard des flots. Parmi eux se trouve une espèce de serpent qui a eu la bonne idée de se spécialiser dans la chasse aux oiseaux en surnombre dans son nouvel environnement, et dont l'apparence semble pour cette raison avoir été imitée par la mimiqueux, sorte de petite souris arboricole qui utilise la forme, la couleur et les motifs présents sur le bout de sa queue pour effrayer ses prédateurs aviaires et repousser leurs attaques. Ce mimétisme n'est pas tant extraordinaire par sa complexité ou son efficacité que par la vitesse à laquelle il a été développé chez ce rongeur. D'autant que l'imitation a toujours été un moyen de défense très rare chez les mammifères. Il est le résultat spontané du besoin d'adaptation rapide d'une espèce face aux nombreuses règles et menaces de son nouveau monde. Un symbole, aussi bien de l'imprévisibilité des voies évolutives que peuvent emprunter les animaux pour répondre aux conditions très particulières des milieux insulaires dans lesquels ils se retrouvent plongés, que de la résilience et de l'ingéniosité de la mimiqueux, bien décidée à survivre et à proliférer, à son échelle, dans son petit coin isolé du monde, et dans le temps par essence limité qui lui a été accordé. J'espère que vous avez, comme moi, apprécié partir à la rencontre de tous ces animaux,
découvrir la beauté du monde dans lequel ils évoluent, et éventuellement en tirer, bien que d'une façon détournée, nous voilà des enseignements sur la vie qui nous entoure, dans le monde d'Afterman. J'ai en tout cas fait de mon mieux dans ces 2 vidéos pour rendre hommage à ce livre, qui reste un monument de la biologie spéculative, et qui reste même aujourd'hui très impressionnant par sa densité d'animaux et d'informations. Bref, j'ai pas vraiment d'outro à vous proposer. Comme on dit souvent, de toute façon, c'est le voyage, pas la destination, et je trouve en l'occurrence que notre voyage se suffit très bien en lui-même. J'en profite quand même pour remercier toutes celles et ceux qui ont soutenu la première partie, qui ont liké, commenté, qui se sont abonnés. Sachez que ça fait vraiment plaisir, que sans ce soutien, je pense que la deuxième partie ne serait jamais sortie. Merci aussi donc à celles et ceux qui le feront pour cette deuxième partie, merci à vous si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Prenez soin de vous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. A plus.